Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver chaque mardi de 15h à 16h à la bonne heure sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités ont répondu présents à notre invitation. Ils nous font le plaisir d'être parmi nous pour parler de plein de sujets très intéressants, ça c'est sûr. Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser et parler de parfums et des potentialités de notre beau pays en matière de fleurs et de plantation. Nous verrons ça avec deux invités, Monsieur Riyad Zouaï qui est parfumeur pionnier de la parfumerie, j'ai envie de dire, en Algérie, et il sera accompagné de Monsieur Ramadan Allaoui qui est membre de International Parfum Fondation. Et puis nous allons nous intéresser aussi à la permaculture et nos deux autres invités réalisent de beaux projets dans ce domaine. Il s'agit de Nessima Slimani et Monsieur Driss Djeriwi. Bien, nous allons parler des principes de la permaculture, définir la permaculture et aussi comment développer la permaculture. Nous verrons tout ça avec nos deux invités. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Avant de retrouver tout ce beau monde de la musique, je vous laisse apprécier cette chanson et on revient juste après. À tout de suite. اللي ودفته غاب وخفات لي صورته غير اللي ودفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عينيه لي في زماني اسمع صوته والنغايمه حزن بي جناني وغصان شجار ونحطمو ما بقى لي في زماني اسمع صوته ونغايمه حزن بي جناني شجار ونحطمو يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته طير لي ولفته غاب وخفات لي صورته طير لي ولفته غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل دموع عينيه مشالي وجفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني وقلبي للهم سلمو مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني قلبي للهم سلمو يا حسرة ما جرى بيا يا من صغال اللي نحدتو يا حسرة ما جرى بيا يا من صغال اللي نحدتو طير اللي ولدتو غاب لي صورتو طير اللي ولدتو غاب لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عينيه سلو دموع عياني وبصاري يا اخي نظم ما ظنيت انساني خلاني وحجر مرسمو سالو دموع عياني
وصالي يا أخي نعظمو ما ظنيت ينساني خلاني وجه نرسمو تركني ولا رفع عليا واش يبري لي كيدو تركني ولا رفع عليا اش يبري لي كيدو دير لي ونفدو وفات لي صورتو دير لي ونفدو وفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهضم لا ولا شي ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني منصبور المحاني قلبي للسهرات لازمو خلا جسمي فاني والنوم يا ناس يحرمو منصبور المحاني قلبي للسهرات لازمو خلا جسمي فاني والنوم يا ناس يحرمو يا مضرا يسأل عليا اشي نسيني محبته يا مضرا يسأل عليا اشي نسيني محبته دير لي ونفدو وفات لي صورته دير لي ونفدو وفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا لا ولا شي ليا خلاني من الشوق ننكوى سالوا دموعي ليا طير لي ونفدو. Voilà donc une belle chanson de Cheikh Abdelkader Cheikh qu'on salue cet après-midi, et le temps pour moi de recevoir et d'accueillir mes invités, commencer par Monsieur Hamdan Alalou. Comment Merci. Ça va? Bienvenue. Ça va? Bien prononcé, bien dit, nom et prénom? Voilà, petite erreur au début. Comment allez-vous? Ravi de vous retrouver encore une fois. Et avec vous, on va parler de quelque chose que les femmes aiment beaucoup. Je pense que mon invité ne va pas dire le contraire, de parfum et justement des potentialités de notre pays. Et pas que les femmes, on me dit, à la pastille, pas que les femmes. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de monsieur donc Riyad Zouaï. Comment allez-vous? Parfumeur. Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Parfumeur pionnier, justement, c'est de famille chez vous. Oui, depuis 1905. Voilà, ça s'est transmis à travers les générations. Et bien justement, on va en parler cet après-midi. Et merci d'avoir accepté d'être parmi nous. Et puis nous allons parler d'un autre thème, je l'avais annoncé au début. Il s'agit de la permaculture avec nos deux autres invités. Nassima Slimani, comment ça va? Ça va. Bienvenue. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous aussi, aujourd'hui, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes accompagnée de monsieur Driss Djeriwi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, Aïcha. Alhamdoulilah, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Donc aujourd'hui, deux thèmes qui me passionnent en tout cas. Et puis on va commencer par le parfum. Vous êtes d'accord, Nassima? Vous aimez, vous parfumez? Vous êtes plutôt parfum fort, parfum léger, sucré? Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère les parfums très légers, citronnés. D'accord. Et sincèrement, voilà les parfums. Et là, c'est une occasion, moi, surtout concernant l'histoire des parfums. C'est ça. Justement, Riyad, oui. Il y a des parfums, ça c'est connu, sucré et épicé. Épicé, ambré aussi. Ambré, oui. Voilà. C'est les trois catégories grandes. Il y a plusieurs catégories de parfums. Bon, pour revenir en arrière, parce qu'il faut commencer par le commencement. Exact. L'histoire de la parfumerie, elle ne date pas de cette époque-là, ça date depuis l'Antiquité. Donc les parfums, au départ, c'était des parfums qu'on brûlait. Des résines, des bois parfumés. Qui étaient utilisés dans des rites religieux, les enterrements, les fêtes, etc., étaient toujours accompagnés de fumigation. Bon, il faut savoir que dans les bois résineux, on trouve des bases qu'on utilise jusqu'à maintenant. D'accord, à ce jour. Les résines, le benjoin, le styrax, la myrrhe, qu'on trouve c'est une résine qu'on utilise encore aujourd'hui. Le benjoin, jaoui, c'est le benjoin, on l'utilise jusqu'à maintenant. Oui.
Voilà, donc le parfum, chez nous en Algérie, il existe depuis des millénaires. C'est ça. Juba II utilisait sa famille, sa femme, etc., utilisait déjà des parfums sous forme de cire dans lesquels on mettait des plantes aromatiques qui étaient absorbées par les cires et qu'on les utilisait sous forme d'onguent. D'accord. Donc voilà, le parfum, c'est pas une nouveauté. C'est une grande histoire. Et justement, vous aussi, vous avez une grande histoire, c'est-à-dire on va un petit peu se rapprocher, venir chez nous, dans notre pays aussi, le parfum a une histoire, n'est-ce pas? Et c'est l'histoire de votre famille, puisque vous faites ça depuis très longtemps, n'est-ce pas? Ça fait plus d'un siècle. Voilà. En 2005, mon père a démarré son usine de parfum. Oui. Donc, en quelque sorte, il était pionnier, même en 1905, c'est ça. 1905, voilà. Ça fait plus d'un siècle. Et donc, il a créé des parfums qui sont, je vous assure, utilisés jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce qu'on utilisait et on utilise toujours des produits naturels. Oui. On a un peu écarté les produits de synthèse et le produit naturel change complètement la donne. Oui. Parce que le synthétique, c'est du synthétique. Vous savez, c'est des molécules que actuellement on utilise dans tous les parfums. Donc les parfums finissent par se ressembler et ils n'ont pas de vie. Oui. Alors que le parfum naturel qu'on utilise avec des produits comme l'ambar, le musc, le vrai musc, le vrai ambar, la civette, le castoreum, etc., ils ont de la vie, ils vibrent. C'est un parfum vivant. C'est vrai. Donc nos grands-mères utiliser ces parfums, ce n'est pas les parfums qu'on utilise aujourd'hui. Vous savez, quand vous allez acheter un parfum dans une boutique maintenant, c'est du parfum 100% synthétique. D'accord, c'est triste. C'est triste, alors malheureusement. Alors qu'il y a beaucoup de plantes, de fleurs, justement, qui sont aromatiques et qui peuvent servir à faire de bons parfums ou naturels. Tout à fait, madame. Donc, notre objectif avec M. Allalou, c'est de promouvoir, ouvrir une fenêtre pour exploiter, si vous voulez, nos potentialités de produits naturels en Algérie. C'est ça. Et justement, M. Allalou va nous en parler. L'Algérie a de grandes potentialités naturelles et ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, comme l'a si bien expliqué M. Zouaï, on ne va pas remonter sur l'histoire, on va parler de on va constater ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc depuis quelques années pratiquement, il y a une tendance vers le produit naturel. Oui. Donc les gens commencent à utiliser des produits naturels d'une manière générale. Oui, c'est vrai. Maintenant pour la partie cosmétique, parfumerie, la tendance est forte. Elle est forte dans certains pays. Le synthétique actuellement, il fonctionne pas forcément dans les économies fortes. Oui. Les gens qui ont un pouvoir d'achat, ils sont plutôt sur le produit naturel. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, c'est vrai qu'on le dit depuis de longues années, nous avons des potentialités, c'est vrai. Maintenant, il faut bien préciser que sur le plan technique, académique, il y a eu un gros travail qui a été fait par les scientifiques, par les universitaires, etc. Maintenant, il faut passer à l'opérationnel. Oui. Concrétiser un petit peu ces travaux, ces projets. Il faut passer à des applications industrielles de cette matière première végétale. Oui. Comment? Eh bien, il y a mille et une façons. Actuellement, le peu de produits exploités est issu de la forêt. D'accord. Et là, c'est un petit peu délicat. L'idéal pour promouvoir cette filière en Algérie serait de penser à la meilleure façon de développer des cultures. C'est ça. Maintenant, il y a eu des exemples de développement de cultures. Par le passé, le développement de certaines cultures de plantes à fleurs, par exemple, c'était la mitidja, c'était un petit peu le constantinois, je crois même Sebdou à Tlemcen. Il y avait aussi Bouchgouf à Guelma. Donc vous voyez, c'est des zones qui étaient un petit peu
adapté à ça. D'accord. Et on a développé quoi? Quel genre de plantes on a pu développer dans ces régions? La région de Tlemcen, il y avait la lavande, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Blida, la région de la Métija, donc c'était en particulier, donc il y avait le géranium et le jasmin. Jasmin, oui, j'allais dire. Il y avait aussi le néroli. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est super. Maintenant, depuis quelques années, il y a un engouement pour ces activités. Donc, il y a des gens qui ont investi sur leurs propres fonds. C'est ça. Donc, je peux vous dire que, par exemple, dans la région de Ouetsouf, il y a la citronnelle. D'accord. La région de Djelfat à Admit, on a planté de la lavande. À Tlemcen, Sebdou, il y a aussi de la lavande et du géranium. Donc il y a un peu partout des tentatives, des petits projets, mais ça reste toujours des projets, si vous voulez, qui ne à développer. C'est-à-dire qu'il faut développer justement. Pour atteindre les tailles critiques, pour pouvoir répondre à la demande industrielle, il faudrait de gros investissements. Maintenant, les investissements, c'est quoi? C'est permettre aux gens qui sont dans le domaine, les professionnels, les passionnés, parce que c'est des métiers de passion. Absolument. Oui, aussi. Ouais. Très important. Il y a des passionnés des fleurs et du parfum. Ces gens-là, il faut les aider pour accéder à des territoires. Par exemple, on a fait des propositions il y a quelques années. On a fait un séminaire à Mniha. C'était de proposer des biopôles. Aujourd'hui, on parle de la relance du barrage vert. C'est une opportunité. Exact. C'est l'opportunité unique pour relancer ces biopôles. C'est-à-dire, nous avons les zones stépiques, on peut avoir 3, 4, 5 biopôles. Donc, ça va créer de l'emploi. Tout à fait, voilà aussi très important. Bien sûr. Ça va permettre aux universités qui sont sur cette bande, donc Msila, Djelfa, Batna, jusqu'à Tébessa, Khenchla, jusqu'à Tlemcen, vous avez toute cette bande, il y a des travaux de recherche. Maintenant, il s'agit d'accompagner ces gens-là, essayer d'accompagner donc les chercheurs universitaires et les porteurs de projets pour pouvoir intégrer cette matière première végétale dans des applications pour la parfumerie, la cosmétique et autres. C'est ça. Et justement, vous parliez un instant des potentialités de notre pays qui sont justement, on en parle même à l'étranger avec des Algériens qui sont membres d'associations justement, font la promotion justement de nos compétences et de nos richesses. Voilà. Alors là, depuis à peu près depuis 3-4 ans, moi je suis membre d'une fondation internationale. Donc l'Algérie est membre. L'Algérie est membre. Donc on défend le patrimoine floristique naturel algérien en premier lieu. Il y a une quinzaine de pays, et c'est de gros pays. Donc ils sont très très intéressés par la matière première. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont considéré que l'huile essentielle d'Algérie ne peut être que premium. Sinon, elle est de haute qualité. Parce qu'elle doit vraiment être bio, qui n'est pas traitée. Qualité, non, nous avons des territoires vraiment vierges. Par rapport aux territoires. Donc, tout est propre. On a commencé par travailler sur la communication à travers cette fondation. Donc, on a fait une exposition l'année passée à Barcelone. Oui, voilà, justement, il y a beaucoup d'activités. Oui, on a présenté des huiles essentielles d'Algérie à Barcelone, où il y avait les plus gros parfumeurs du monde. Donc, on avait des échantillons qui ont été exposés. Ça a été bien accueilli. Il y a la présidente qui a fait une communication récemment, il y a à peu près une trentaine de jours, à peu près, à Los Angeles. Donc, elle a présenté les produits algériens. Inch'Allah, l'année prochaine, il y aura aussi une grande exposition en Europe, en Espagne, sur la parfumerie naturelle. Donc, si vous voulez, on a commencé par médiatiser, par faire connaître. Et justement, l'Algérie est connue dans ce domaine et a beaucoup de potentialités. On commence à avoir une visibilité auprès des gros parfumeurs. Ils commencent à réentendre parler de l'Algérie. Parce qu'avant, ça se faisait, ça s'est arrêté. Maintenant, ils commencent à réapprendre qu'il existe un pays qui s'appelle l'Algérie où il peut y avoir
il y a des plantes à beaucoup fleurs. Voilà, très bien. Donc, Monsieur Riyad Zouaï, vous qui faites ça depuis tellement longtemps, qu'est-ce que on voudrait tout apprendre hein, ou alors tout savoir avec vous, avec mon invité aussi, avec mes invités. Donc, j'imagine que le premier processus, c'est la distillation. Vrai ou pas? Est-ce qu'on commence avec ça une fois qu'on a la matière première, qui veut dire la senteur qu'on veut avoir? On parlait de jasmin ou de néroli ou Alors, comment ça marche? pour parler de distillation, l'Algérie se débrouillait elle-même depuis des siècles. C'est ça. Pour vous citer un endroit qui s'appelle Qatar, tout simplement, avant d'être un cimetière, D'accord. c'était un endroit, je parle du 18e, 17e siècle, hein, D'accord. on distillait le parfum. Sur le versant sud de Bouzaréa, on distillait déjà à l'époque le romarin et pas mal d'autres plantes à parfum et médicinales. D'accord. Donc tout ça se vendait dans des fioles, je vous en ai ramené quelques-unes. Non, pas les petits ou les grands? Ah, oui, ceux-là. Ah, on dirait des potions magiques, ça. Oui, non, mais ça se vendait partout. Au Kasbah, au Koulous, c'était ça. Des fioles, voilà. Donc c'est des fioles où il y avait des produits médicinaux. Ils étaient utilisés en pharmacie, etc. Donc vous voyez, c'était déjà très ancien hein, chez nous, en Algérie. Et c'est très beau. C'est beau, hein? Oui, c'était fait à Venise. Hein. C'est du verre soufflé de Venise. D'accord. Qui était acheté par les Turcs à l'époque et vendu ici, etc. Donc c'était vendu dans des fioles comme ça. Voilà. Oui. Donc le parfum chez nous, c'est pas une nouveauté. Hein. Oui. Alors pour la distillation, on utilisait l'alambic. Na'lembik d'ailleurs en arabe, Na'lembik c'est l'alambic. D'accord. Donc on distillait tout ce qui était fleurs, pétales de fleurs, racines, etc. Et on obtenait ce qu'on appelle actuellement des huiles essentielles. D'accord. Parce que moi je suis tellement fier de notre patrimoine. Bien sûr. Donc pour savoir que l'eau de Cologne, qu'on appelle l'eau de Cologne, elle a été réalisée avec l'alambic parce que l'alambic a permis de produire de l'alcool. L'alcool naturel qu'on a maintenant, le kohol, d'ailleurs ça s'appelle le kohol. Et à partir de l'alcool, en mettant un peu d'huile essentielle de citron, de limette, de quoi d'autre, de bergamote, hein, on obtenait l'eau de Cologne actuelle. Donc la véritable eau de Cologne, elle est née chez nous. Oui. C'est incroyable. Hein. Oui, oui. Voilà, mais c'est comme ça. D'accord. Voilà. Et après, justement, donc il y a le processus de distillation. Et pour arriver à un parfum, est-ce que c'est des dosages? Comment ça marche? Est-ce qu'on étudie avant? Voilà, c'est une composition. C'est une composition. Est-ce qu'on fait il y a le nez qui joue beaucoup. Voilà. Moi, c'est un métier aussi. C'est un métier. Et vous l'êtes. Je le suis. Voilà, vous êtes aussi né, donc un nez. Donc, voilà. C'est une question. Voilà, vous êtes né. Voilà, un jeu de mots. N-E et N-E-Z. Voilà. J'aurais voulu avoir un nez plus petit, mais j'ai ça, ce que c'est j'ai. l'hérédité. Voilà. Donc, c'est comme ça. La composition, c'est quoi? C'est arriver à une harmonie. C'est comme la musique. Hein. C'est des notes. En fait, c'est proche des notes de musique. C'est pour ça qu'on dit notes de parfum, notes. C'est des notes de musique. Il y a aussi l'expérience. Il y a les tours de main. Qu'on se passe de père en fils, c'est ça. Des tours de main. Sans les tours de main, on ne peut pas obtenir un parfum. Parce qu'on évite les catastrophes. Vous savez, vous pouvez composer un parfum pendant les 20, 30, 50 jours, 70 ans, 3 mois. Ils sont très bons, ensuite ils virent. Voilà, et quand ils virent, c'est une catastrophe. Donc le fait qu'ils virent, il faut connaître par des tours de main pour éviter tout ça. D'accord. Donc on obtient parfois, on peut faire vieillir, et vous êtes pharmacien. Non, pas du tout. Non. Pour faire vieillir un parfum, il y a des procédures, des process pour accélérer le vieillissement, pour savoir ce que ça va donner dans... D'accord, ok. Voilà. Donc on sait un petit peu ce que ça va donner pour éviter les catastrophes. Et nous, à l'époque, on utilisait une huile essentielle, la sauge sclarée, qui permettait de vieillir un parfum. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était comme ça. Il faut être chimiste, quoi, un petit peu. Oui. Chimiste ou tout simplement travailler là-dedans. Vous savez, c'est un métier, et je suis avec monsieur Alalou, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, et justement, est-ce qu'on vous a obligé à faire ça ou vous vous êtes naturellement dirigé vers ça? Naturellement, moi j'ai commencé avec mon père, je me promenais dans le labo.
je mettais mon nez un peu partout et on faisait ce qu'on appelle voilà. Donc il fallait que je redise à mon père, voilà, ça sent le jasmin, ça sent la sauge, ça sent le benjoin, etc., etc. Et donc le nez se forme. D'accord. Au parfum, c'est comme ça, par expérience. L'expérience c'est très important. Oui. Très, très important. Exact. Voilà, donc... D'accord. Et justement, vous faisiez ça où, à la Casbah? On faisait ça. Mon père a eu la première usine, enfin, une petite usine, à la Casbah, rue de la Lyre. Rue de la Donc Lyre. voilà, l'impasse Bert-Brugère. Enfin, c'est le nom français, je m'excuse. L'ancienne appellation. L'ancienne appellation. Il a commencé là-bas. D'accord. Après avoir fait des études en France. D'accord. Et là, elle existe toujours? Elle existe, mais bon, elle est fermée, quoi. Voilà, mais les murs, ils sont encore. Ils sont là. Très bien. Donc, on parlait tout à l'heure aussi de parfums qui virent. Donc, quelques conseils peut-être quand on achète un parfum. Est-ce que c'est vrai qu'une fois ouvert, il est qu'il va virer plus facilement? Mais tant qu'il reste fermé, on peut le garder aussi longtemps qu'on le veuille à la maison. Non. Non. Un parfum vire pour deux raisons. D'abord, l'oxydation. Quand vous ouvrez une bouteille, il y a l'air, il y a l'oxygène. L'oxygène accélère l'oxydation, donc le rancissement et plein d'autres choses. Destruction de molécules. Oui, c'est ça. Des actions. Ça arrive, c'est arrivé avec des parfums qu'on a à la maison. Il faut éviter la lumière, la chaleur et l'ouverture des parfums. Oui. Voilà, donc en principe, une fois qu'on l'ouvre, il faut l'utiliser quotidiennement jusqu'à ce qu'il soit de préférence, fini. C'est l'idéal. Il y a des parfums qui durent beaucoup plus longtemps parce que justement, ils sont utilisés, on utilise des produits naturels. Voilà. Et justement, c'est vrai que quand on achète des parfums, certains durent longtemps, même le soir, on sent encore ce parfum, et d'autres non. Je ne sais pas comment, on ne dirait pas qu'on en a mis. Comment expliquer ça, vous qui êtes professionnel? Il y a ce qu'on appelle des fixateurs, qui fixent l'odeur. Donc les fixateurs, c'est souvent des produits naturels. Et des produits d'origine animale, comme le musc. Il faut le savoir, le musc, c'est pas une pierre. Il est issu de glandes à musc qui sont chez le chevrotin porte-musc. J'aurais pas pensé. Je pense que c'est une belle plante, une belle fleur. Non, c'est un produit d'origine animale. C'est en fait une phéromone. Le bouquetin porte-musc de l'Himalaya et, comment dire, le Vietnam, vous savez, la zone du Vietnam, on appelait ça le Siam à l'époque. Donc il sert à attirer la femelle pour le... D'accord, très bien. Donc, donc, vous savez, quand on utilise ce musc dans un parfum, vous avez une quantité très, 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 très faible. J'imagine. On fait sentir à une personne, à une femme, un parfum qui contient du musc et l'autre qui n'en contient pas. Elle ira toujours dans celui où il y a le musc. D'accord, c'est-à-dire il va nous attirer naturellement. Donc on parle de fixateur. C'est le meilleur fixateur et en même temps il donne de la vie au parfum. D'accord. Il y a l'ombre gris. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, toutes des résines, comme le benjoin, le styrax, du tolu, quoi d'autre? Enfin, il y en a plein. D'accord. Voilà. Et la myrrhe aussi. Et est-ce qu'il est préférable justement de changer de parfum en fonction des saisons? C'est-à-dire que chaque parfum peut être adapté à une saison. Bien sûr, par exemple l'été, si vous utilisez un parfum qui contient des huiles essentielles, disons, lourdes, vous avez un parfum assez fort, peut-être envoûtant, mais quand même voilà. Donc l'été, comme a dit madame, il faut utiliser des produits d'origine des hespéridés, des produits issus du citron, de la limette, tout ça. Et là, vous avez des parfums très agréables. Voilà, très bien. Donc, il faut adapter son parfum à la saison, madame. C'est noté, Nessima? Très bien. On va aussi parler de ça. Vous nous avez apporté. Alors là, j'ai ramené une partie d'une racine comment on appelle ça,
l'oud. Voilà. Justement, on va parler de l'oud. C'est récent, ça. Avant, on ne connaissait pas. Non. C'est-à-dire que maintenant, on entend parler de plus en plus de parfums oud, mais ça n'existait pas avant. Enfin, dans mes souvenirs, ça existe. Voilà. Ça a toujours existé à la Casbah. C'est un phénomène de mode. À la Casbah, peut-être. Dans les années 30-20, on utilisait le oud al-khmari. D'accord. Ça s'appelle l'oud al-khmari. Il y a même des chansons Trop bon. Dans lesquelles on parle du oud al-khmari. D'accord. Donc le oud al-khmari, c'est un produit excessivement rare. Oui. Excessivement cher. Cher aussi. Là, vous tenez dans la main le prix d'une voiture, comme a dit monsieur. Voilà. D'accord. C'est noté. Bon. Donc voilà. Le oud al-khmari, c'était des petits copeaux de oud al-khmari qu'on brûlait. Voilà, j'ai des témoins, des milliers de téléspectateurs. Je l'ai bien remis à sa place. Donc voilà, c'est ça, la fixation, c'est comme de cette manière-là, on utilise des produits, des résines surtout, pour fixer. Et le parfum dure plus longtemps. Donc les parfums actuels, on utilise des muscs de synthèse. Oui. Alors les muscs de synthèse, il y a plusieurs catégories, mais les plus connus, c'est le musc xylène, ambrette et cétone. C'est des produits qu'on a récemment découvert qui pouvaient être cancérigènes. D'accord, oui. Donc on les a éliminés, il y a d'autres familles de muscles qui arrivent, mais il n'y a pas mieux que le muscle naturel. Bien sûr, tout à fait. Et justement, on va parler de vos parfums un petit peu. Qu'est-ce que vous avez comme senteur, j'ai envie de dire, comme alors, là, je lis... alors là, vous avez Malikat Saba, et on va aussi parler des étiquettes qui sont très belles, entre les mains, uniques. On va essayer, hop, voilà. Malikat Saba. Malikat Saba, reine de Saba. La reine de Saba. Oui. Donc on a toujours gardé nos traditions, les lontana en arabe, etc. Donc le flacon a été réalisé par Omar Rassim. Voilà. Le flacon, oui. Le dessin, en reprenant un peu le dessin des années 30. Et les étiquettes, elles sont réalisées par Mohamed Rassim. Voilà, le frère, miniaturiste. Donc c'était des étiquettes spécialement faites pour nous. Voilà. Sab'at Azhar, 7 fleurs. 7 fleurs, oui. Donc, et c'est vrai, il y a 7... Et c'est vrai. Dans la composition, on utilise 7 notes de chaque parfum, des fleurs. Oui, bravo. En tout cas, là, vous continuez à faire... Je continue. Difficilement, bon. Mais je continue parce que, bon, j'ai 80 ans. Oui, Allah yabarak. D'accord. Et est-ce que vous avez pu transmettre aussi, vous, votre savoir-faire? J'aurais voulu. Malheureusement. J'avais 2 filles. En plus des filles. Et celle qui est là, elle a choisi une autre route, elle est avocate. D'accord. Et voilà. C'est un beau métier aussi. Comment? Oui, non, les parfums, pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Donc, on va dire, c'est des parfums qui datent depuis très longtemps et qui sont toujours. Donc, vous avez persévéré, j'ai envie de dire. Je peux vous le dire, mais vous êtes vraiment le chemin était pénible. Oui, et c'est que vous êtes vraiment passionné, que vous faites ce que vous aimez. Fou de mes parfums et de ce que je fais. Où est-ce qu'on peut acheter vos parfums? Je vous donnerai des adresses tout à l'heure. Parce que je ne peux pas faire de publicité à la télé. Tout à fait, oui, mais ils sont dans le sud, ils sont à Alger, un petit peu. Voilà. Justement, Monsieur Allalou, je disais tout à l'heure, plusieurs activités, j'ai envie de dire, vous participez à plusieurs événements qui justement font la promotion de l'Algérie et des potentialités de l'Algérie, n'est-ce pas? Un salon notamment, parlez-nous un petit peu de ça. Il y a eu pas mal d'événements. Il y a des colloques, il y a des séminaires organisés récemment le ministère de l'Enseignement supérieur et le Conseil national. Voilà, vous avez aussi plusieurs partenaires, c'est très important. Actuellement, l'État a pris en charge cette question-là. Et au niveau du Conseil national économique et social, donc il y a un travail qui se fait. Pour essayer de réglementer, d'accompagner, etc. Il y a aussi récemment donc, une agence qui a été créée, c'est récent, donc c'est une agence pour le développement de la filière des plantes à parfum et médicinales, etc. Donc c'est déjà un bon début. Maintenant,
sur le plan pratique, il faut passer à la vitesse supérieure. Il n'est pas question de perdre son temps. Oui. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments entre les mains. Si on voit le tableau de bord, on a tous les éléments. Maintenant, il faut qu'il y ait, si vous voulez, une volonté pour aider les gens qui sont déjà sur le terrain. Parce qu'il y a des gens qui ont investi. Si on arrive déjà à permettre à ces gens-là de tenir le coup, je parle de ceux qui produisent la matière première végétale, ceux qui transforment, ceux qui distillent. Si on arrive à les accompagner, c'est déjà un bon point. Deuxième étape, moi j'aime pas trop m'attarder sur la question de l'export, mais il y a une autre méthode de faire de l'export. C'est de substituer la matière première nationale, locale, à l'importation. Donc c'est une forme d'exportation. Oui, tout à fait. On peut faire des économies. C'est encouragé de toutes les façons. Voilà. Comment c'est en encourageant et en protégeant la matière locale. Voilà, c'est ça. Par exemple, il faut aussi protéger. Je vous donne quelques métiers au-delà de nos capacités installées en termes d'équipement pour la parfumerie et la cosmétique en Algérie, qui souvent dépendent de l'import pour leurs ingrédients. Oui. Donc si on peut changer les choses... Si on peut intégrer 10%, 15% chaque année, je peux vous dire que la machine va rouler. Il y a aussi d'autres secteurs qui méritent une attention. C'est le secteur par exemple, de la détergence, tout ce qui est produit, savon, etc. Actuellement, on importe la matière première de l'étranger. Alors que nous, moi je connais des producteurs qui ont des milliers et des milliers de litres d'hydrolat. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on est là cet après-midi pour en parler et encourager la production nationale. C'est le mazar, pour simplifier. Et généralement, c'est 1% d'huile essentielle. Et là, c'est très, très utilisé dans le domaine de pour donner un peu de parfum, par exemple. J'ai pris la détergence, il y a aussi un secteur qui se développe de manière extraordinaire, c'est l'aromathérapie. Oui. À l'échelle mondiale, l'aromathérapie est en croissance. Donc, c'est des créneaux qu'on peut occuper. Nous avons les capacités humaines, nous avons la ressource. Moi, il me semble qu'il faut un coup de pouce institutionnel. Très bien. En tout cas, vous faites plein de belles choses et merci d'être venu les partager avec nous. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir. Riyad Zouabi aussi avec Saha. Ce n'est pas fini. On va continuer d'en parler aussi de produits naturels, bio, qui je pense vous intéressent aussi. Mais juste avant, une petite balade à la Kasbah de Bdjaya et on revient. Allez. Voilà à quoi ressemblait la Kasbah de Bdjaya au XIIe siècle. Tous les édifices qu'englobe la maquette sont encore debout. Mieux encore, ils ont été réhabilités avec minutie afin de préserver leur authenticité. Le site a été scindé en 6 lots de restauration, dont 5 lots achevés à 100%. Est réceptionné. Le 5e lot est en cours d'achèvement avec un taux d'avancement de 95%. En 2024, nous avons eu une réévaluation pour l'achèvement des terrasses. C'est un site construit par les Almohades vers le milieu du IIe siècle. Il renferme plusieurs édifices, à savoir les bastions, la maison à patio, les 2 portes qui constituent les 2 portes principales de la Kasbah. Il comporte aussi une mosquée. Vous l'avez compris, il s'agit de la mosquée de l'érudit Ibn Khaldoun qui a connu sa première opération de restauration en 2003 et dont le buste trône à l'entrée de la citadelle. L'illustre Ibn Khaldoun donnait des cours de jurisprudence aux étudiants et où le gouverneur d'autrefois venait assister à la prière du vendredi. Elle a été occupée par les Espagnols en 1510, puis ils furent chassés par les Turcs. Ces derniers ont apporté plusieurs transformations au site. Une deuxième grande opération de restauration a été lancée en 2014. Et a pris en charge, entre autres, la muraille de la Kasbah et le bastion 1, qui représente la partie la plus haute du site. Pendant les travaux de restauration, les architectes ont fait des découvertes surprenantes.
Lors des travaux de restauration, le site a mis au jour plusieurs découvertes archéologiques, dont des espaces laissés comme réserve archéologique pour éventuelles fouilles archéologiques par le Centre national de recherche en archéologie et d'autres espaces qui étaient enterrés, actuellement déterrés et restaurés et ouverts au public, tels que le lieu de détention et la poudrière. Cet été, l'ensemble des édifices de la citadelle seront accessibles aux visiteurs. C'est magnifique, comme vous le voyez. Je viens de Médéa pour visiter et me détendre, profiter de la nature. J'attends seulement qu'ils ouvrent le fort. Je viens de Blida. La Casbah est belle. Je respire de l'air frais. Comme vous voyez, nous avons tout. Le soleil, la mer. J'aime beaucoup cet endroit. Il est vieux, il remonte aux Hamadites. Une enveloppe de 400 millions de dinars a été consacrée à la réhabilitation de ce monument qui s'étend sur 2 hectares et dont la valeur multidimensionnelle, historique, culturelle et archéologique a requis un travail titanesque pour préserver son authenticité et son apparence d'antan. En tout cas, et justement, Monsieur Riyad Zouaï, Bjaya vous parle. Et parle aussi au monde des parfumeurs et de la parfumerie en Algérie, n'est-ce pas? Béjaïa, au XVIIe et XVIIIe siècle, elle était connue par sa fabrication de flacons. Alors, pas n'importe quel flacon. Des flacons, entre autres, comment on appelle ça? Des lampes qu'on utilisait dans les mosquées. Donc elles étaient calligraphiées, etc. Et par voie de conséquence, ils faisaient également des bouteilles, des flacons, si vous voulez, décorés pour la parfumerie. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, et en cristal, vous me disiez tout à l'heure. Voilà. En cristal, il y avait du cristal, il y avait en verre soufflé. Donc il y avait une petite industrie, même une grande industrie, parce que c'est exporté vers la Tunisie. D'accord. Très bien. Très bien. En tout cas, c'est bien. On a bien fait de passer le reportage comme ça, un petit clin d'œil à tous ceux qui nous regardent depuis la région de Bjaya. Et on va continuer. On va parler justement de produits naturels, de produits bio avec nos invités. Il s'agit de permaculture plus exactement, n'est-ce pas, Nessima? Oui. Voilà. Donc déjà, nous expliquer un petit peu ce que c'est que la permaculture, c'est ça. Eh bien, je vais commencer par me présenter. Anna. Oui, bien sûr, Anna, parce que c'est un peu mon histoire personnelle. Bien sûr. Ça remonte à 2017. Moi, je suis dans un secteur complètement opposé à ça. Je suis dans les hydrocarbures. Oui, tout à fait opposé. Oui, et je commençais, comme les autres fondateurs de Torba d'ailleurs, à me soucier de notre consommation, de notre façon de consommer et des produits qu'on consommait. Bien sûr. Surtout les produits qu'on consommait crus, c'est-à-dire directement, qui n'étaient pas transformés, et sachant qu'ils étaient bourrés de produits chimiques. Exact. Ce qu'on ne savait pas, parce que personnellement je ne savais pas avant, mais je commençais à découvrir ça, et surtout en me documentant, et avec les autres consommateurs. Bon, il y avait un groupe qui avait déjà lancé Torba pour trouver des solutions, des solutions pour se procurer. Voilà, c'est ça. Donc vous avez créé une association, on va dire. Moi, je suis arrivée 3 ans après. C'est ça. Pour apprendre. Voilà, Torba. Donc ça s'appelle Torba. Et c'était justement aller à la recherche de produits où il y avait moins de pesticides, de produits sains. Voilà, on va dire les choses pour simplement. La consommation, en cuisine surtout. Et là, j'arrive pour apprendre. J'ai beaucoup appris des membres qui eux-mêmes n'étaient pas des agriculteurs. Oui. Donc ils m'avaient précédé de quelques années. J'ai beaucoup appris d'eux. Et pour continuer à faire justement cette recherche, j'ai décidé de me former officiellement parce qu'ils organisaient des formations. D'accord. Et je me suis retrouvée en train d'organiser moi-même la formation. Oui. Donc j'ai beaucoup appris aussi en organisant la formation à Torba. Et entre autres, les autres activités, d'autres activités sont développées à Torba, comme les jardins partagés. D'ailleurs, moi j'ai bénéficié d'une parcelle où j'ai fait mes débuts. Voilà. Et voilà, donc avec les autres, j'ai appris ce que c'était que la permaculture. Donc c'est une façon de cultiver sa terre
sans porter atteinte à l'environnement. Si vous voulez, c'est un peu une partie de l'agroécologie. C'est ça. Voilà, donc s'inspirer du fonctionnement de la nature, des écosystèmes, rester dans le respect de l'évolution de tous les êtres vivants, mais c'est-à-dire continuer quand même à se nourrir de façon saine. Ne pas se focaliser sur les rendements ou sur les revenus matériels, mais plutôt sur la nécessité de manger sainement. C'est ça. Et avoir des produits de qualité, oui. Et l'Algérie, avant l'arrivée de l'industrie, c'est toujours, enfin, la population algérienne ou maghrébine en général, c'est toujours soucier de ça, justement. On a toujours mangé sainement avant l'arrivée de l'industrie. Voilà, et d'ailleurs, le Maghreb était connu pour avoir la meilleure alimentation au monde, le minimum de maladies, quand c'était comparé aux autres populations. Et l'arrivée de l'industrie a fait qu'on se nourrit autrement. Même les produits de base, comme l'huile d'olive, comme les dattes, etc., ont été touchés par ces produits chimiques. Donc notre combat au sein de cette association, ou plutôt notre cheval de guerre, c'est d'essayer de revenir à des pratiques ancestrales, mais ne pas rester dans ça, mais plutôt voir, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui est faite en ce moment en permaculture. D'ailleurs, moi-même, j'ai été étonnée de voir que c'était un domaine de pointe dans la recherche. D'accord. Ça a démarré aux États-Unis autour des années 50. En Europe, après, c'était en Europe, c'était toujours sur le modèle de ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui, américain. Et en Europe, c'était autour du mouvement de Pierre Rabhi que ça s'est développé. Et on s'est inspiré un peu des activités. Voilà. Donc voilà, et là, après 7 ans, moi je pense que... 7 ans déjà que vous faites ça et que vous battez pour ça. J'ai pensé plutôt à mettre en pratique ça personnellement. D'accord. Et vous n'êtes pas toute seule, puisque justement, même Driss Djerriwi fait partie justement de ce groupe. Donc, on va parler peut-être un petit peu avec vous aussi de ça, des principes de la permaculture et comment vous vous êtes retrouvés aussi dans ce domaine. J'exploite un terrain depuis une vingtaine d'années. D'accord. Sur les hauteurs de Zeralda, et puis un terrain assez sain qui n'a jamais connu de pesticides, à ma connaissance. Et au fait, j'ai toujours privilégié l'agriculture bio. Et voilà, au fait, je voulais, au départ, j'étais parti sur la création d'une ferme pédagogique. Et je suis tombé sur Nassima. Qui m'a happé un petit peu dans sa passion de la permaculture. Et au fait, là, moi, je ne suis pas du tout du domaine, je suis dans l'agencement et l'aménagement intérieur. D'accord. Mais je suis complètement happé par sa passion à elle, actuellement, et on s'engage à deux dans cette aventure. Quoi. Très bien. Et justement, Nassima, on appelle ça, après, une fois que le projet est concrétisé, on appelle ça un potager de permaculture, c'est ça? Ou des potagers. C'est une partie. C'est une partie, voilà. Parce que pratiquer la permaculture, c'est prendre soin de tous les éléments qui entourent votre potager. Donc, tout ce qui est animal, tout ce qui est ressources en eau, tout ce qui est arbres. Donc, le tout forme un écosystème qui permet une évolution de toutes les espèces qu'il y a à l'intérieur. Donc, privilégier l'observation pour pouvoir reproduire ça sans porter atteinte aux autres espèces. Voilà. Donc, le souci numéro 1 de la permaculture, c'est de préserver les autres espèces parce que c'est ce qui se passe, c'est le souci qui se passe en ce moment. Donc voilà, le potager, c'est une partie de toute la pratique permaculture. Et justement, quels sont les produits là que vous avez plantés en ce moment? En ce moment, c'est un petit peu les produits d'été. En fait, on travaille que les saisons. C'est ça, c'est selon les saisons en fait. On a de la belle tomate, en tout cas, en ce moment. La tomate, elle fait fureur. Et plein d'autres, poivrons, concombres, je crois, piments.
Gombo, oui, on a... En hiver, on avait fait fèves, petits pois, oignons, ail. Ça, c'est notre première saison. C'est ça, je sais. C'est la première saison. On n'est pas du tout dans ça. D'ailleurs, quand je vous ai invité, vous m'avez dit c'est tout nouveau. Vous ne voulez pas trop tôt pour, au contraire, on encourage justement. Oui. Donc, ce que je voudrais qu'on arrive à prouver, ce que d'autres fermes ont prouvé en Europe ou ailleurs, en Occident, même en Afrique. C'est-à-dire ceux qui ont plus d'expérience, plus de recul, sur nous. Ils ont eu le temps de prouver qu'on peut travailler la terre naturellement et nourrir des personnes. Bon, beaucoup d'industriels vous diront le contraire. Oui, c'est sûr. Mais... Oui, justement, c'est ça. Mais il faut avoir ce genre de... Oui, voilà, justement. Il faut avoir le courage de passer dans ça. Exactement. C'est pas du tout évident. Justement, est-ce qu'il y a plus de travail ? Est-ce qu'il y a plus de travail pour démarrer une ferme, il y a un gros travail à faire. Il y a plus de travail, mais plus de rendement. D'accord. En fait, Et plus on fait petit, et le rendement est plus grand. C'est ce que les gens ne savent pas. D'accord. Plus on fait petit. D'ailleurs, c'est ce qui a fait fonctionner les fermes de nos ancêtres pendant des années. Ils n'ont pas eu les grandes surfaces sont venues avec le colon. D'accord. Et nos grands-parents, les grandes familles tasmanes, ils ont travaillé dans des petites surfaces et ils ont nourri toute la population. Oui. D'accord. Je pense que les soucis de famine ne sont pas venus du fait qu'on avait travaillé. C'était plutôt par rapport à la colonisation. D'accord. C'est pas le fait qu'on travaillait des petites surfaces. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, justement, quels sont vos projets? Vous aspirez à quoi? Monsieur Riyad Zouaoui, c'est encouragé. Hein? C'est encouragé. C'est plus qu'encourageant. Est-ce que vous, justement, au quotidien, vous faites attention à ce que vous consommez, que vous j'essaye autant que faire se peut manger bio. C'est ça. Hein, donc l'huile d'olive, des produits que j'achète. Il y a une petite, comment dirais-je, un marché bio à Zeralda. D'accord. Tous les vendredis matin. Voilà, vous êtes à côté. Vous connaissez monsieur Djoliwi ou non? Non, je ne le connais pas. Il est à Zeralda, lui, c'est ce qu'il disait. Hein. De temps en temps, on passe par là-bas aussi. Vous passez par là-bas aussi. C'est ça. Donc, ils sont excellents. Ah, ben voilà. Les œufs, vous avez du beurre, du vrai beurre naturel, des produits naturels excellents. Donc, moi, je me nourris. Voilà, vous faites attention, vous essayez quand même de faire attention. Ben voilà, vous avez déjà un amateur, un client. Oui. Donc, on continue justement. Aujourd'hui, vous aspirez à quoi? Parmi les choses qu'on voudrait aussi réaliser, le marché bio. Ce qui a déjà été réalisé à Zeralda devrait normalement passer dans d'autres endroits. Et là, c'est pas encore pris en charge par les autorités en ce moment. Donc on essaye de faire dans le cadre de l'association. Les quantités ne sont pas énormes. Par contre, moi j'ai remarqué en commençant que les gens qui demandeurs, il y a une grande... Il y en a beaucoup, voilà. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Énorme, oui. Moi, je ne m'attendais même pas à ça. Donc là, on se retrouve presque dépassé par... oui, c'est sûr. Dépassé par le besoin. Oui, parce que les gens commencent à s'intéresser sérieusement à ça. Et je trouve que la politique agricole nationale devrait commencer à s'intéresser. Ne pas remplacer tout de suite, non, mais faire une période de transition où on pourrait manger de la viande saine, prendre des légumes et des fruits qui seraient sains. Et quels sont justement des fruits? Vous avez tenté les fruits ou pas? Chez moi, Mezel. Il y a des fruits qu'on a trouvés sur place qui ont besoin d'entretien des arbres fruitiers qui ont besoin d'entretien pour... Lesquels? Pour rebooster, on a des grenadiers, c'est des rustiques. Alors des grenadiers, la grenade, Mezel Chouia, c'est pas la... Mezel Chouia. Les grenades, on peut en avoir. Par contre, on a un énorme figue de Barbarie. Ça va venir dans pas longtemps. On l'a déjà consommé l'année passée. C'est vrai. Très, très, très bon. Parce que c'est une région où il y a un petit écosystème autour. Et donc, j'espère que pour les autres fruitiers, on pourra. Et bien sûr, on a c'est-à-dire le projet de planter une forêt comestible sur place. Donc, ça va être vraiment une forêt avec le verger en bas. C'est ce qu'on appelle de l'agroforesterie. D'accord, très bien. Justement, vous parliez de huile de figue de Barbarie qui est
très demandé, très prisé et utilisé en cosmétique. Hein. L'huile des graines graines de figue de Barbarie. Ouais. Donc il est très demandé et très utilisé aussi. Oui, sauf que... Elle est rare. Elle est rare. J'y arrive. Sauf qu'il faut faire très attention parce que depuis pratiquement pour la zone Nord-Afrique, il y a ce qu'on appelle une infestation de cochenille. D'accord. Donc pratiquement chez nous... Ça vous parle, Nessima? Oui, donc chez nous en Algérie, on a pu maîtriser ça du côté ouest. Maintenant pour l'est, alhamdoulilah, pour le moment. Mais il faut faire très attention, donc il faut alerter donc les gens qui sont dans le domaine, il faut faire des alertes pour dire qu'il y a un risque. Parce que s'il y a une infestation de cochenille, on peut dire adieu à... Parce que en ce qui concerne la figue de Barbarie, il faut croire qu'il y a deux aspects. Récemment, c'est-à-dire dans la région depuis une dizaine d'années à peu près, il y a eu des initiatives privées. Donc dans la région de Soukharas Tebessa, où des gens ont domestiqué, ils ont planté le figuier de Barbarie. Donc là, c'est vraiment une plantation. Maintenant, d'une manière générale, le figuier de Barbarie en Algérie pousse à l'état naturel. Spontané. Donc, pour ce qui est des variétés, pour l'Algérie, nous avons à peu près entre 40 et 45 variétés. Donc, oui, vous allez en Kabylie, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent vous allez tous. dans les Aurès, vous allez à Guelma. Non, nous avons plus de 40 variétés de figues de Barbarie. Et maintenant, pour les figues de Barbarie, il y a le côté fruit. Oui, donc, il y a la feuille. C'est ça, oui. Il y a l'exploitation. C'est un fruit très bon, qui est très bon en tout cas. Non, parce que mais il ne faut pas en abuser. Les gens. Ça dépend des personnes. Moi, je peux en manger beaucoup sans voilà. Il y a eu un travail formidable qui a été fait en Algérie par les professionnels, entre autres Madame Oulepsir, qui a fait un très très bon travail depuis de longues années dans la région donc, entre Béjaïa et Soukharas. Elle est arrivée grâce à ses recherches, à son opiniâtrité. Elle a été vraiment la tenue. On peut dire qu'aujourd'hui, dans la figue de Barbarie, c'est-à-dire la raquette, la cladotte, le fruit, la graine, tout est exploité. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez. Donc vraiment, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on ne perd rien. Rien ne se perd. Tout peut être... Tout est transformé, tout est exploité. Donc c'est très important. Donc il y a deux types il y a les plantations. Donc on peut maîtriser. Il y a les récoltes sur les nappes, ce qu'on peut appeler comme nappes spontanées, naturelles. Et là, c'est une mode depuis quelques années, d'autant plus que, entre guillemets, les spécialistes disent que les avantages qu'on peut tirer sur le plan de la cosmétique à partir de la graine, l'huile de graine de vigne, sont pratiquement 20 fois supérieurs à ceux de l'arganine. Vous imaginez un petit peu, c'est vraiment, c'est la tendance maintenant. On voit. Très demandé dans le domaine des labos. Et là, en Algérie, les gens maîtrisent ça. On peut dire que d'une manière générale, les biologistes, les techniciens arrivent à maîtriser la filière. Ils connaissent la filière. Des astuces peut-être, Nessima, pour comment dire, pour lui enlever la peau, justement, pour l'éplucher. C'est super compliqué. C'est qui juste? Je ne sais pas, mais moi, ça m'est arrivé en tout cas de consommer des raquettes nouvelles de figues de Barbarie. Coupé, on lamelle. D'accord, on lamelle. Oui, émincé au fait. Émincé, grossièrement, et puis faire ça en sauce, ça passe très très bien. Très bien. Même en couscous. On apprend des choses. On apprend des choses. Bon, en tout cas, on va finir avec cette astuce. Merci. Merci. Donc, oui, c'est important pour la figue de Barbarie, surtout quand on est en été. Pour les gens qui ne savent pas, c'est un excellent coupe-feu.
D'accord. Très bien. Ah ben voilà, on finit avec de belles informations, en tout cas, qui peuvent vraiment servir. Merci. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation et celle de toute l'équipe qui m'accompagne. Nous avons été ravis de vous accueillir en espérant, bien évidemment, vous revoir très vite. Inch'Allah. Passez de bonnes vacances. Merci. Et puis, prenez soin de vous. Et il est temps pour nous de vous quitter, malheureusement. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous, bien évidemment. Au revoir. مشالي وشفاني لا بقى ليه تنكلمو كرني وخلاني خلي بيه الهم سلمو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغال اللي نحدتو يا حسرة ما دجرى بيا يا بني صغال اللي نحدتو دير لي ولفنو غرفات لي صورتو دير لي ولفنو غرفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهمم لو ولا شيرينيا خلاني من الشوق ننكوى سال ودموع عينيا سلو دموع ياباني وبصاري يا خي نعظم ما ظنيت انساني خلاني وحجر مرسمو سلو دموع ياباني وبصاري يا خي نعظم ما ظنيت انساني خلاني وحجر مرسمو